Je voulais aussi préciser que les gens qui pensent que les États-Unis attaquent pour récupérer le pétrole vénézuélien, cette théorie n'était pas totalement fondée, même, assez, douteuse, puisqu'il semblerait que plus de 40 des exportations vénézuéliennes soient déjà achetées par les Américains. Donc, bon. Oui, mais alors c'est pareil aussi avec l'Algérie, on y viendra tout à l'heure, mais les États-Unis ont besoin du pétrole des autres pays producteurs parce qu'ils veulent aussi garder chez eux des réserves stratégiques, même s'ils sont aujourd'hui quasiment le premier producteur devant l'Arabie Saoudite, de peu. Hein. Eh ben, c'est une façon aussi de sécuriser leurs approvisionnements, d'avoir la main sur les pays producteurs. Le Venezuela, ils n'ont pas la main dessus depuis Chavez, et du coup, peut-être une pression diplomatique ou politique ou même militaire pourrait leur assurer ce genre de revenus parce que les Chinois sont des gros consommateurs de pétrole. Ils ont le vent en poupe, ils ont une croissance énorme et le pétrole extérieur ne doit pas échapper en partie aux Américains. Voilà, donc c'est un peu une guerre aussi avec la Chine. Ouais, c'est-à-dire que pour les Américains, il faudrait s'assurer, cet approvisionnement, Voilà. mais il faudrait aussi empêcher que les Russes et les Chinois, eux, s'en procurent. Voilà, ne tape trop dedans. Très bien. Monsieur Corias, je pense qu'on a fait le tour en peu de mots. Je suis assez fier. Est-ce que vous aviez une transition vers l'Algérie, là, justement, par rapport au pétrole? Oui, il y a quelque chose qui s'est passé, parce qu'on parle de Bouteflika depuis longtemps, depuis qu'il fait des allers-retours en France, au Val-de-Grâce, je crois, pour se faire soigner en douce, dans le dos du peuple algérien. Et on sait très bien qu'en Algérie, ce qui compte aussi, c'est le pétrole. Algérie n'a pas été envahie pour son pétrole, hein, Dieu l'en préserve. Mais Chavez était intervenu, je crois, au début des années 2000, lorsque les Américains voulaient mettre la main vraiment sur le pétrole algérien en faisant changer un peu la loi sur les hydrocarbures. Et le ministre algérien des pétroles de l'époque, dont j'ai oublié le nom, mais qui était très proche de Bouteflika, avait tordu un peu la loi pour permettre aux grandes sociétés texanes, qui étaient aussi les sponsors de Bush et compagnie, qui étaient d'ailleurs co-dirigés par Cheney et compagnie. Donc, il leur avait permis, en gros, par la loi, d'obtenir des concessions en Algérie, de faire un peu ce qu'elles voulaient. Et les Américains, après 2001, avaient absolument besoin de sécuriser leurs apports énergétiques. Et ce qui s'est passé, c'est que tout est parti d'un rapport d'une commission américaine qui expliquait que les réserves américaines étaient en train de plonger. On n'en était pas encore au gaz de schiste, hein, c'est pour ça, et qu'il fallait absolument trouver du pétrole partout et assurer de manière diplomatique, politique ou militaire l'approvisionnement. Eh bien, l'Algérie tombait à pic, puisque l'Algérie, à ce moment-là, produisait beaucoup, les cours montaient. Je crois de 2000 à 2005, l'Algérie a fait rentrer beaucoup d'argent, et Bouteflika avait besoin du parapluie américain pour des raisons internes, parce qu'il y avait eu beaucoup de corruption, il y avait eu tout le scandale des GIA, il y avait eu la décennie noire, etc. Donc il fallait avoir les Américains dans sa poche, mais les Américains voulaient une contrepartie. La contrepartie, c'était une partie du pétrole algérien. Et lorsque Bouteflika et son ministre de l'énergie ont concocté cette loi un peu anti-souveraine, parce qu'elle permettait aux Américains de rentrer un peu sur leur sol et de s'en approprier une partie, eh bien, Chavez, qui a senti le coup, parce que l'Algérie appartient à l'OPEP et le Venezuela aussi fait partie de l'OPEP, Chavez est arrivé dardard à Alger pour retourner la situation et faire en sorte que Bouteflika ne cède pas aux sirènes américaines. Voilà, et c'est un peu lui qui a sauvé, entre guillemets, la souveraineté algérienne sur son pétrole. Bon, bah, on va parler de l'Algérie, de la souveraineté algérienne. Magnifique transition, monsieur Corias. Non, mais je suis flatté. Le président de la République s'est adressé aujourd'hui à la nation. Voici ce message. Chères concitoyennes, chers concitoyens, l'Algérie traverse une étape sensible de son histoire. Ce 8 mars, pour le troisième vendredi consécutif, d'importantes marches populaires ont eu lieu à travers le pays. J'ai suivi ces développements et comme je vous l'ai déjà annoncé le 3 de ce mois, je comprends les motivations des nombreux compatriotes qui ont choisi ce mode d'expression dont je tiens une fois de plus à saluer le caractère pacifique. Il n'y aura pas de 5e mandat et il n'en a jamais été question. Pour moi, mon état de santé et mon âge ne m'assignant comme ultime devoir envers le peuple algérien que la contribution à l'assise des fondations d'une nouvelle République en tant que cadre du nouveau système algérien que nous appelons de tous nos vœux.
Alors l'Algérie, je ne sais pas si si vous avez déjà eu un sujet plus coriace à traiter, monsieur Coriace, parce Alors, qu'en ce moment-là... ultra complexe. Ouais. En fait, c'est ultra complexe parce que depuis, effectivement, depuis la révolution et la guerre et la victoire de l'indépendance en Algérie, c'est-à-dire je dirais en juillet 62, hein, qui est fêté régulièrement chaque année, les luttes de clans ne se sont pas arrêtées. Et d'ailleurs, les luttes de clans avaient commencé dès le début de la guerre de libération, je dirais 54, 55, 62, les luttes de clans entre le FLN et ensuite l'autre armée de libération. Il y a eu des règlements de compte internes, il y a eu toute une bataille pour le trésor de guerre du FLN qui avait été raclé sur les petits commerçants arabes en France, algériens, et d'ailleurs en Algérie aussi, hein, puisqu'il fallait de l'argent pour acheter des armes, pour le transport, etc. Et donc ce trésor de guerre qui avait été capté par des cadres du FLN a donné lieu à des règlements de compte terribles dès le départ. Et donc, au moment où les Algériens fêtaient leur indépendance dans la rue, où il y avait vraiment un état de grâce, donc début 62, malgré les massacres, hein, on le rappelle aussi, hein, de Français qui étaient restés, et puis de ceux qui avaient aidé les Français, hein, chez les Algériens, et qui ont été massacrés aussi, eh bien, à ce moment-là, déjà, le pouvoir, les forces potentielles du pouvoir s'entretuaient. Et c'est ce qui a donné lieu, d'abord à la nomination de Ben Bella comme président, avec quasiment tous les pouvoirs, et ensuite son renversement, 3 ans plus tard, par le colonel de char Boumedienne, qui d'ailleurs s'était servi de Ben Bella qui s'était servi à l'époque déjà de tous les cadres du FLN pour installer Ben Bella et le faire tomber. Bref, déjà, c'était le bordel. Mais c'est comme ça, après toute révolution, hein, il y a toujours une période d'incertitude. Et depuis, le pouvoir algérien, qui est raisonnablement, on peut le dire, un pouvoir militaire, en tous les cas du renseignement militaire, a toujours été partagé en 2 parties. Il y avait un pouvoir officiel, il y avait un pouvoir politique, avec une présidence, avec une constitution, etc. Et il y avait un pouvoir de l'ombre. Et en fait, les Algériens ont été les premiers, en réalité, à parler de pouvoir réel et de pouvoir visible. Et le pouvoir réel, c'était ce qu'on appelle aujourd'hui, hein, soyons clairs, la mafia politico-financière, ceux qui gagnent de l'argent avec la manne pétrolière, ceux qui tiennent la main sur les importations, etc. Et à côté, il y a ce pouvoir qui, avant Bouteflika, n'en avait pas beaucoup. C'est-à-dire que c'était juste des marionnettes. Bouteflika a renversé la tendance, il faut le dire, hein, parce que tout le monde tape aujourd'hui sur Bouteflika, comme on dit. Et en réalité, lui, il a réussi, en l'espace de 20 ans, à retourner le rapport de force en faveur du pouvoir présidentiel. Et ce qui ne veut pas dire que la corruption, etc., s'est arrêtée, mais en tous les cas, il a brisé le département de renseignement et de la sécurité, DRS, hein, qui a fait suite à la sécurité militaire algérienne, et il a réussi à mettre ses hommes à lui à la Sonatrach et en réalité, à faire courber les chines à l'armée. Ce qui n'était pas évident du tout, parce que quand il a été appelé en 1999 pour mettre un terme à la décennie noire, les militaires pensaient, comme pour les autres présidents, qu'ils allaient tranquillement avoir un Bouteflika à leur botte. Eh ben non. Alors Bouteflika, il fait partie d'un clan, quand même. Oui, ce qu'on appelle le clan d'Oujda, en fait, c'est de là où il vient, lui. Il a toujours placé des hommes à lui. Il a été c'est quelqu'un qui a pas été loin dans les études, hein. Je crois qu'il s'est arrêté même au lycée, hein. Et il a toujours d'ailleurs conçu une espèce de jalousie à l'égard des futurs cadres de l'Algérie qui, eux, avaient fait des grandes écoles, on peut le dire. Il y a même une école nationale d'administration en Algérie, hein. Bref, il a toujours préféré, lui, placer des hommes à lui. De son clan, de sa wilaya, des hommes qu'il a connus quand il était, pendant la guerre d'Algérie, un des cadres, je crois, du FLN, mais il n'était pas combattant. Il était sur les frontières, comme on dit, hein. Et voilà. Et ensuite, ses partisans ou ses amis ont été récompensés de la meilleure des façons par des titres, par des ministères, et dont celui le plus important en Algérie, on peut le dire, à part évidemment la défense, c'est celui de l'énergie, le ministère de l'énergie. Et donc très longtemps, Bouteflika a placé un homme à lui qui, justement, chose étonnante, avait été formé aux États-Unis. Et aux côtés de la mafia, le clan Bush, en fait. Donc il y avait le clan d'Oujda et le clan Bush qui étaient très... en gros, le département du renseignement et de la sécurité algérien sous Bouteflika était très proche de la CIA. Alors si on revient aux derniers événements,
effectivement, Bouteflika devait se présenter pour un 5e mandat présidentiel, C'est ça. puisqu'il est en poste depuis 2000. Alors, depuis 1999, et c'est 1999. là-bas tous les 5 ans, donc 99-2004, réélu. Alors attention, très mal élu, justement de manière un peu volontaire. Les militaires ont fait en sorte qu'il soit mal élu à 73%, je crois en 99, et ensuite ça a augmenté, parce qu'il est resté, il n'a pas fini comme Chadli, Zeroual ou les autres, il s'est pas fait bumper ou maîtriser par l'armée. Et donc 2004, ensuite 2009, 2014 réélu, là il était déjà malade, on le savait, et 2014-2019, et là, boum, ça pète. Alors là, ça pète, on arrive à ces manifestations géantes. Alors d'ailleurs, est-ce que ces manifestations géantes, est-ce qu'elles sont tournées contre le régime algérien, contre le clan Bouteflika est-ce qu'elles veulent remettre en cause simplement la politique ou est-ce que ça va plus loin que ça? C'est un ensemble de demandes. Alors moi, j'ai pas été dans la rue en Algérie. On parle de plusieurs millions de personnes, jusqu'à 10 millions ensemble, dans toutes les grandes villes. C'est vrai que simplement, Bouteflika, symboliquement, qui ressemble quasiment à un mort-vivant maintenant, est-ce que c'est ça qui a déclenché cette colère? Alors, c'est un symbole de la sclérose algérienne? Oui, voilà, ça voulait dire que cette Algérie nouvelle, dont on sait la moitié de la population a moins de 25 ans, etc., est jeune, a envie de s'en sortir, de travailler, de vivre. Parce qu'on peut faire un petit topo, justement. Il y a une très forte démographie en Algérie, mais énormément de chômage. Voilà. Je crois qu'il y a 40% de chômage, il n'y a pas d'industrie, il y a très peu d'agriculture. Alors ça, c'est le résultat, en fait, de la soviétisation à la Boumedienne qui est restée donc en place de 65 à 79. Il a fait des choix un peu dramatiques pour l'Algérie, il faut le dire. L'argent du pétrole ne rentrait pas encore à flot, et Boumedienne a fait le choix de l'industrialisation lourde au mépris de l'agriculture. Or, c'est l'agriculture qui tenait la paysannerie algérienne et qui tenait aussi les gens dans les villages et les petites villes. Or, en mettant l'accent sur l'industrie lourde, donc en achetant aux Russes des usines pas forcément ou des principes pas très bonne qualité en termes industriels, ils ont sacrifié l'agriculture. Et donc, il y a eu une espèce d'exode rural, etc. Donc, ça a déséquilibré un peu la société algérienne qui, malgré tout, était quand même rurale à, je sais pas quoi, 80-90%, et exportatrice. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. Et l'argent de la manne pétrolière sert à acheter de la bouffe. Donc, voilà, les choix d'il y a 50 ans ont été assez dramatiques. Ouais, parce que l'Algérie donc, est peu productrice et elle est dépendante de l'importation. Complètement. Et l'importation est tenue par justement cette mafia politico-financière dont le président Bouteflika n'a pas pu se détacher parce que c'est un régime de cooptation, c'est la famille, ce sont les amis, ce sont les proches, les fils, les filles qui tiennent tout ça. C'est un véritable népotisme en réalité, et ça c'est quasiment intouchable puisque c'est la structure du pouvoir profond algérien et qui descend assez bas puisque des gens en profitent, même un gradé militaire, un officier peut trafiquer dans sa caserne, gagner, revendre les chaussures sur les marchés locaux, etc. Donc, tout le monde en profite jusqu'à un certain niveau et le peuple, par contre, n'en profite pas. Oui, c'est-à-dire que ce mode de fonctionnement un peu tribal, finalement, pourrait convenir, mais vu la situation sociale, apparemment, les banques, les administrations sont autant sclérosées que Bouteflika lui-même. Apparemment, l'Algérie est assez ruinée aussi, puisqu'on parlait de l'épuisement de ses réserves pétrolières. En fait, elle avait il y a quelques années encore 200 milliards de réserves, c'est tombé à 100 milliards et ça baisse. En fait, ce qui se passe, c'est quand le pétrole est haut, ça va. C'est pas que l'Algérie est dans une croissance magnifique d'un point de vue économique, mais on peut acheter la paix civile en subventionnant, par exemple, le lait, la semoule, etc., le blé. Donc, c'est possible. Ça a été fait. Je crois que c'est Chadli, quand il y a eu un énorme apport d'argent au début des années 2000, qu'est-ce qu'il a fait? Je crois que pendant 3 ans, ils ont ouvert les vannes de l'importation des produits étrangers. Un peu comme en Allemagne de l'Est, quand le mur est tombé, ils ont vu arriver des bananes, des choses comme ça, des fruits exotiques, des produits qu'ils n'avaient jamais vus, de l'emmental, je crois, même autrichien est arrivé en Algérie. Bref, il y a eu 3 ans où Chadli a ouvert les vannes et en disant, voilà, on est arrivé à une consommation un peu à l'européenne, donc les gens se sont rués dans les magasins, etc. Et après, par contre, ça s'est payé très cher parce que les prix du brut ont baissé après 2005. Et en réalité, pardon, pas 2005, c'était dans les années 80, je suis désolé, années 80, Chadli, 79, 92. Vous serez puni.
Voilà, excusez-moi. Mais en tous les cas, on les voit, les émeutes sociales, les émeutes de la faim, etc. Et là, je ne parle pas de la Kabylie parce que c'est plus politique. Elles ont lieu à chaque fois que la manne pétrolière baisse et que le pays doit faire face au remboursement de la dette. Le FMI a été sur son dos souvent. Il y a eu des négociations, etc. Et les importations baissent et du coup, c'est dur pour le peuple.